2012, en Malaisie. Des milliers de personnes s'inscrivent à une émission culinaire devenue un phénomène mondial, MasterChef. Et parmi les candidats de cette version malaisienne, il y a une femme a priori comme les autres, discrète, calme et surtout loin d'imaginer ce qui l'attend. Devant les caméras, épreuve après épreuve, elle manie les couteaux avec précision. Elle cuisine sous pression face à un jury exigeant, sous les yeux d'un public de plus en plus séduit par la jeune femme. Et pourtant, c'est pas cette émission qui va réellement la rendre célèbre. Parce que quelques années plus tard, son nom refait surface, mais cette fois pour une raison que peu de monde, voire personne, n'aurait pu imaginer. Un meurtre. Mais avant que je vous déballe tout sur un tapis rouge, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Super NordVPN, toujours là pour toi. Oh, regarde maman, il y a Super NordVPN à la téloge. Hey, salut petit, viens voir 2 minutes. Qui ça, moi? Oui, toi, pas la couche sale que t'as dans le froc, voyons. Oh. T'as pas envie de mater un bon film, hein? Genre Zootopie 2, par exemple? Ah ça oui, mais malheureusement, il est pas disponible. En France, gna gna gna. Arrête de chouiner, d'accord? Car ta maman vient de prendre la meilleure décision de sa vie, petit. Elle a pris un abonnement NordVPN qui va te permettre de profiter de tout ce qui n'est pas disponible chez toi. Mais non! Pour moins de 3 € par mois, elle peut désormais se géolocaliser en Belgique pour mater tous les pilotes de la F1. Et toi, tu vas pouvoir profiter dès ce soir de Zootopie 2 sur Disney+, mon coco. Génial! Qu'est-ce que tu regardes encore, Jordan? Oh, salut toi, madame. Allez, dis bonjour à papa, Super NordVPN, super, voilà, dis-lui bonjour. Papa? Non mais c'est grâce à lui, hein, si on surfe comme ça en toute confidentialité jusqu'à 10 appareils en même temps, hein, alors ça polie. Tu veux pas m'acheter un PC gaming et j'ai même pas de téléphone, alors pour moi ça change rien. Chope la moyenne à l'école déjà, salopard! Désolé. Ah, j'ai beau être un produit extraordinaire, je peux pas non plus régler tous les problèmes du monde entier, hein. Pour profiter de la meilleure offre, te reste plus qu'à scanner ce QR code ou utiliser mon lien en description pour profiter de 4 mois gratuits en plus sur ton abonnement de 2 ans. Et comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du boulot, il y a d'autres mamans qui m'attendent. Retour à l'horreur. Si vous faites partie des gens qui matent en ce moment même Top Chef toutes les semaines, vous connaissez sûrement MasterChef. You work in a mess, you produce a mess. I'm struggling to identify what the hell you're doing. I really am. Lancé au Royaume-Uni, MasterChef s'est imposé comme l'une des émissions les plus populaires au monde. Adapté dans plus de 60 pays, c'est la plus grande compétition de cuisiniers amateurs. Celui qui gagne repart non seulement avec le coquet magot de 100 000 €, mais avec 6 mois de formation dans une grande école de cuisine. Donc pour pimenter tout ça, de grands noms de la cuisine viennent juger leur travail, Gordon Ramsay aux États-Unis, Thierry Marx en France. Entre 2010 et 2022, il y a eu pas moins de 6 saisons. Avec Top Chef, sa version pro, si on veut, c'est l'émission qui a véritablement popularisé la gastronomie auprès du grand public, faisant d'ailleurs de plusieurs candidats au passage de véritables figures médiatique. Mais si l'émission se veut bon enfant, je veux dire, on fait des plats à la base. Voilà ma petite omelette, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas mort d'homme. A priori, certains candidats se sont fait connaître pour d'autres raisons que leur cuisson exceptionnelle du canard laqué. Difficile évidemment de passer à côté de Jean Imbert, évidemment, l'ancien gagnant de la saison 3 de Top Chef en pleine tourmente actuellement, mais MasterChef a son lot de casseroles également. Comme Joshua Marks de MasterChef USA par exemple, arrêté après avoir agressé un policier, affirmant que Gordon Ramsay l'avait possédé. Voilà, avant de se suicider quelques mois plus tard malheureusement. Mais vous l'aurez compris, cette fois, notre histoire se déroule de l'autre côté de la planète. Nous sommes en 2012, MasterChef Malaisie revient pour sa 2e saison. Cette année-là, il y a des milliers de candidats qui se présentent aux auditions pour une émission qui ne compte, je le rappelle, que 24 places. 24 candidats qui vont devoir s'affronter au travers d'une série d'épreuves culinaires de plus en plus exigeantes. Parmi eux, désolé d'avance pour la boucherie des noms qui va suivre. Isianani, 25 ans, originaire de Kuala Lumpur, diplômé en géologie au Canada. Parmi ses plats préférés figure le mac and cheese au poulet. Peu allègrement parler, évidemment. Engi Yenghong, surnommé Ahong, un ancien architecte de 29 ans ayant vécu plusieurs années au Royaume-Uni. J'ai pas plus d'infos sur le gars. C'est pas lui qui nous intéresse, on s'en fout. Par contre, la première, elle a un intérêt, vous allez voir. Et bien sûr, la protagoniste principale de notre histoire, Etika Siti Noorashikin, 24 ans, originaire de Sabah, l'un des 2 États malaisiens située sur l'île de Bornéo. Diplômée en géologie à l'université de Malaisie, elle s'intéresse aussi à d'autres activités, comme la cuisine, le karaoké, le quad ou encore la torture. Voilà, on y reviendra, évidemment. Pour les départager, 3 chefs malaisiens de renom.
Johar Yedrus, Zubir Zain et Adou Amran. Leur job est d'imposer un niveau d'exigence élevé et pousser les candidats à se dépasser à chaque étape. Et ça, ils le font très bien. Évidemment, vous savez comment ça se passe, au fur et à mesure des semaines, on apprend à connaître les candidats, les téléspectateurs découvrent et s'attachent évidemment aux différents parcours des personnalités qu'on leur présente. Et c'est comme ça qu'Etika City commence petit à petit à se démarquer auprès du public malaisien. Mais c'est pas genre elle est extravertie, tout le bazar, non, au contraire. Pendant le show, elle est perçue comme quelqu'un de, une candidate très sérieuse, à la fois déterminée, appliquée, mais surtout plutôt discrète en réalité. D'ailleurs, en dehors de l'émission, elle mène une vie assez simple. Et c'est ce côté identifiable qui la rapproche instantanément du public. Elle confirme d'ailleurs son talent en atteignant la grande finale de cette deuxième saison, sans pour autant la gagner, malheureusement, car c'est Izzy Anani qui remporte l'émission, probablement grâce à sa maîtrise du mac and cheese au poulet. Voilà, j'en sais rien, j'ai pas maté l'émission, je parle pas malaisien. Après l'émission, Etika va s'éloigner des projecteurs et retourner à sa vie plutôt discrète. Elle partage régulièrement des vidéos de ses recettes de cuisine sur Facebook, sur Instagram, le coup classique, histoire de maintenir un lien avec son public. Mais c'est tout. À ce moment-là, Etika est perçue comme une ancienne candidate appréciée, sans controverse ni exposition particulière. Voilà, sympa, Etika. Non, c'est un bon souvenir, j'ai bien aimé ses plats. Elle a été assez précise dans son dressage, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on aura d'Etika à ce moment-là. À part la défaite en finale, évidemment, tout semble aller pour le mieux dans sa vie. Elle se marie à Mohamed Embri Younos, un jeune ingénieur, et ensemble, ils auront 3 enfants, dont 2 jumeaux. Rien ne laisse présager que derrière cette image de couple paisible se cache en réalité une histoire bien plus sombre, qui va bientôt choquer le pays tout entier. Mais avant que j'oublie, il y a un détail que vous devez absolument bien comprendre dans cette histoire. En Malaisie, quand une famille relativement aisée décide d'embaucher quelqu'un pour aider le foyer, il n'est pas rare qu'il fasse appel à des serviteurs domestiques. C'est le terme légal à ce moment-là. Et il n'est pas rare que beaucoup de ces serviteurs domestiques viennent d'autres pays, d'Indonésie, de Philippines ou d'autres pays voisins. La nuance importante, c'est qu'elles ne travaillent pas simplement quelques heures par semaine, comme on pourrait l'imaginer en Europe. Très souvent, du coup, elles vivent directement chez leur employeur, et ça change tout. Leur logement, leur salaire, leurs papiers, leurs sorties, parfois même leur téléphone, peuvent dépendre de la famille chez qui elles bossent. Même leur titre de séjour peut dépendre d'eux. Ça veut dire que tu peux pas forcément démissionner ou aller bosser chez le voisin comme tu veux. Non, tu peux te retrouver entièrement dépendant de la famille qui t'emploie. Bien, maintenant que les présentations sont faites, vous avez probablement senti ce petit étau se refermer tout doucement, laissez-moi vous présenter Noor Afia Daingdamin. Noor est une jeune Indonésienne de 28 ans. Quand le Covid frappe, elle décide de quitter son pays pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. Elle a bien réfléchi et ce qu'elle aimerait, c'est devenir domestique au sein d'une famille malaisienne. Voilà, pour bien gagner sa vie a priori, puis ça lui parle bien, elle est à l'aise avec les enfants, tout ça. Elle fait alors la connaissance de Mohamed et Etika. Et il se fait, que le courant passe bien entre eux. Alors, le couple finit par lui dire, écoute, Noor, tu nous plais bien, on aimerait bien t'accueillir dans notre luxueux appartement pour nous servir de bonige. Ils l'ont probablement pas dit comme ça, mais leur appartement se situe bel et bien dans la Amber Tower, un building rempli d'appartements de luxe situé dans la résidence Lido Avenue, à Kota Kinabalu. Pour Noor, c'est incroyable. Elle s'occupe des tâches du quotidien, le ménage, la cuisine, les enfants quand c'est nécessaire. Et si en bonus, il y a moyen de pas faire ça dans la grotte de Shrek, bon, je peux comprendre que la Amber Tower soit plutôt convaincant comme proposition. Sauf qu'une fois arrivé sur place, loin de l'Indonésie et de sa famille, tout bascule rapidement dans l'horreur. Le 13 décembre 2021, le couple appelle la police. Ils viennent de rentrer de 3 jours de vacances et ont découvert le corps de Noor sans vie. Les urgences et les secours sont dépêchés sur place, elle est rapidement transportée à l'hôpital, mais c'est déjà trop tard. Bien trop tard. Il y a un détail qui saute immédiatement aux yeux des autorités à leur arrivée. Ils en sont persuadés, Noor est morte il y a déjà plusieurs jours de cela. Et faut pas être un génie pour le comprendre, de nombreuses blessures infectées ayant potentiellement entraîné une septicémie couvrent le corps de la jeune femme. Pire que ça, en rentrant dans l'appartement, une odeur de produits chimiques règne dans la pièce, comme si quelqu'un avait cherché à éliminer des preuves. Rapidement, le couple est interrogé,
Ils affirment avoir trouvé le corps dans cet état et ne comprennent pas ce qui a bien pu lui arriver. C'est embêtant, je veux dire, elle faisait du bon boulot, vraiment là, je sais pas du tout. Alors quand je parle de plusieurs blessures, je parle pas d'un petit coup à la tête et un bleu sur la cuisse où on aurait éventuellement pu se dire, ah bah mince, une malencontreuse chute, elle a trébuché sur le coin de la table, non, pas du tout. On parle de nombreuses fractures au visage, d'échymoses sévères, de traces de brûlures liées potentiellement à de l'eau bouillante, de 6 dents très abîmées, comme si on avait essayé de les lui retirer à vif avec une pince. C'est pas un accident dont on parle là, ni même d'un homicide involontaire, mais bien d'une victime torturée à mort. Bon, le problème, quand tu veux jouer aux employeurs choqués et innocents, c'est que ça marche tout de suite beaucoup moins bien, quand t'as pas anticipé la possibilité que les autorités pourraient éventuellement te confisquer ton portable pour aller, je sais pas moi, fouiller un petit peu dans ta vie privée. Alors les enquêteurs ont besoin de rien faire, tout est sous leurs yeux. Etika et Mohamed ne se sont pas contentés de maltraiter leur employé, ils ont tout filmé. Dans les 2 téléphones que la police passe au peigne fin, ils retrouvent un tas de vidéos horribles. Les autorités décrivent une véritable campagne de torture physique et morale s'étalant sur plusieurs mois, jusqu'à ce que la victime malheureusement succombe à ses blessures. Alors le couple est placé en détention, ils passent leurs premiers mois derrière les barreaux, le temps que l'enquête préliminaire avance et que les rapports d'autopsie soient finalisés. L'affaire est largement relayée dans les médias malaisiens et inutile de vous dire que le fait qu'elle implique une ancienne finaliste de MasterChef appréciée de tous dynamite l'affaire dans tout le pays. Dans la peau d'Etika, à ce moment-là, tu sais probablement pas trop sur quel pied danser face à la justice malaisienne. Dans le sens où, d'un côté, malgré une accusation potentielle de meurtre, si t'es une femme, que t'as des enfants à gérer, et qu'en prime de ça, des expertises médicales prouvent que t'es potentiellement dans un état mental instable, un juge peut éventuellement accepter de te libérer sous caution, ce dont va bénéficier Etika. Mais d'un autre, la peine de mort par pendaison est toujours d'application dans le pays à ce moment-là. Donc a priori, tu sais pas trop si tu peux vraiment enjoy Netflix le soir venu, c'est délicat. Mohamed, lui, par contre, a un peu moins de chance puisqu'il reste derrière les barreaux jusqu'au procès. Il va poireauter 1 an derrière les barreaux quand même, puisque le procès n'a lieu qu'en novembre 2022, soit quasiment 1 an après la mort de Nour. De son côté, l'avocate d'Etika va mettre en avant d'apparents troubles psychiatriques de sa patiente, en expliquant qu'elle était sous médication lourde durant cette période. Malgré les preuves accablantes retrouvées sur leurs 2 téléphones, le couple maintient sa version. Ils sont innocents. Et c'est pas un mauvais plan, parce que vous allez voir, d'une certaine manière, la chance va quand même leur sourire. En attendant, c'est le début d'un marathon judiciaire qui va durer plus de 2 ans. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire, mais attends, je comprends pas, c'est quoi le bordel? Pourquoi la justice met autant de temps alors que toutes les preuves sont dans leur téléphone? Eh bien, si la durée de cette affaire s'approche au total des 3 ans et demi, c'est parce qu'il y a toute une série de règles à respecter propres au système juridique malaisien. Pour commencer, au début de l'affaire, il y a eu un transfert de juridiction. L'affaire a commencé dans un tribunal de première instance avant d'être transférée à la haute cour de Kota Kinabalu, seul tribunal compétent pour juger les meurtres. Rien que ça, tu peux compter plusieurs mois. Plusieurs mois, durant lesquels, je le rappelle, Etika était chez elle, en train de bouffer des glaces devant Netflix. Moi, je suis le frérot de Nour, j'hésite à quand même aller faire un petit city trip en Malaisie, je sais pas vous. Ensuite, l'accusation a dû analyser, prendre le temps évidemment d'authentifier les photos, les vidéos de torture retrouvées dans les téléphones. Ça veut dire des expertises techniques longues à gogo pour être recevables en justice, prouver qu'elles sont bien authentiques, qu'elles n'ont pas été trafiquées, etc. Et en plus de tout ça, il se fait qu'au même moment, la fameuse peine de mort est réétudiée en Malaisie. Jusque-là, si t'étais jugé pour meurtre et reconnu coupable, le juge pouvait pas tenir compte de quoi que ce soit. Ton passé, tes regrets, circonstances atténuantes, on s'en fout. Il devait appliquer ce qu'on appelle la peine de mort obligatoire et devait simplement te dire « Écoutez monsieur, vous êtes coupable et vous allez être pendu ». Voilà. Sauf qu'en juillet 2023, la peine de mort est toujours d'actualité. C'est juste qu'elle n'est pas obligatoire et automatique dans les crimes graves. Du coup, t'inquiète pas que les avocats du couple ont bien pris le temps de bien renforcer leur plaidoirie, dans l'espoir évidemment d'obtenir l'une des nouvelles options de condamnation. Coup de bol incroyable et inespéré pour le couple. Mais on y arrive enfin, voilà l'ouverture de l'ultime procès en janvier 2024. Plus de 17 témoins vont être appelés à la barre. Et entre les experts médico-légaux et plusieurs policiers se trouvent des témoins de la défense.
en particulier Dayang Siti Noradzelin Yunus, la sœur de Mohammad. Son témoignage va constituer l'un des moments les plus marquants du procès et marquer un pivot immédiat dans toute l'affaire. Quand elle arrive à la barre, elle raconte que le soir du 13 décembre 2021, son frère Mohammad s'est rendu chez elle à pied dans un état de panique. Il lui aurait annoncé que la domestique était morte et lui aurait demandé de l'emmener immédiatement au poste de police le plus proche. Mais c'est pas tout. Elle explique également qu'environ 3 mois avant le drame, Mohammad lui aurait parlé de problèmes avec la domestique, indiquant qu'elle était régulièrement blessée, on sait pas trop comment. Soi-disant, Etika aurait refusé que Nour soit emmenée dans un établissement médical, préférant la soigner à domicile. La sœur évoque aussi des tensions fréquentes au sein du foyer, notamment des disputes concernant la prise en charge des enfants entre la domestique et Etika. Le couple, pourtant uni jusqu'alors, éclate au grand jour suite au témoignage de la famille de Mohammad. Parce qu'après la sœur, vient le témoignage d'Idriss Ahmad, son oncle, qui grosso modo lui raconte la même chose et vient renforcer son témoignage. À côté de ça, durant le procès, des extraits de vidéos démontrent une dégradation importante de la santé de Nour allant d'août 2021 jusqu'en décembre 2021. Elle apparaît avec la tête bandée, filmée dans une salle de bain blessée et affaiblie, quelques jours seulement avant sa mort. La famille de la victime s'exprimera aussi, notamment Asghari Hadja, son mari. Il expliquera notamment que lorsqu'il fut appelé pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien de sa femme, elle était tellement blessée qu'il ne l'a reconnue qu'au bracelet qu'elle portait au poignet. Il faudra attendre encore 1 an et demi de plus pour que la justice malaisienne donne enfin son verdict le vendredi 20 juin 2025. Etika, 37 ans, et Mohammad, 44 ans, sont tous les deux condamnés à 34 ans de prison chacun, mettant un point final judiciaire à une affaire qui restera l'une des plus marquantes de ces dernières années en Malaisie. Petite subtilité exotique, si je puis m'exprimer ainsi, il existe dans le système judiciaire malaisien un petit ustensile qui porte le doux nom de rotan. Alors, le rotan, c'est une canne en rotin utilisée dans le cadre de certaines peines judiciaires. Et malheureusement pour Mohammad, on va pas lui donner cette canne pour l'aider à marcher jusqu'à sa cellule, mais bien pour le fouetter dans un rituel bien établi. Les poignets et chevilles du condamné sont sanglés à un cadre légèrement penché vers l'avant, avec la zone des fessiers bien exposée. Le tarif s'élève à 12 coups dans son cas. Heureusement pour Etika, ce châtiment est interdit pour les femmes dans la loi malaisienne. 6 juin, une démonstration de la manière dont tout cela se déroule. Oui. Je peux te dire qu'après ça, tu manges pas comme tout le monde à la cantoche, ça c'est... L'affaire Etika Siti Noorashikin est plus qu'un fait divers. Elle a agi comme un électrochoc en Malaisie, notamment vis-à-vis de la situation particulière de Nour au sein de la famille. Le procès d'Etika a fait tellement de bruit qu'il a généré même une tension réelle entre l'Indonésie, d'où vient Nour, et la Malaisie, suspendant temporairement l'envoi de travailleurs domestiques tant qu'il n'y aurait pas plus de garanties de sécurité pour ses habitants. Depuis, les conditions autour des domestiques sont mieux régulées et contrôlées, à commencer par le changement du terme légal, passant enfin de serviteur domestique à employé domestique. Voilà. Serviteur, c'était quelque chose. Le procès d'Etika est cité comme l'exemple type de ce qu'une surveillance accrue doit empêcher. Aujourd'hui, chaque employé dispose, par exemple, d'un moyen de signaler tout abus directement aux autorités sans passer par son employeur. Oui, ça paraît lunaire pour vous, mais enfin, that's real shit for a lot of people in Indonesia, between Indonesian, mais c'est pas drôle en fait, je sais pas pourquoi, c'est pas un MSF, non. Etika incarnait la femme malaisienne idéale des années 2010. Elle était instruite, talentueuse et semblait mener une vie de famille paisible. Alors qu'en réalité, pendant que les maltraitances avaient lieu, Etika continuait de poster ses petits plats sur ses réseaux sociaux. L'affaire a révélé un côté sombre de la société malaisienne. Et puis globalement, ça nous rappelle à quel point l'image qu'on peut avoir de nos personnalités préférées peuvent être en réalité très différentes. Allez, je ne torture personne dans ma cuisine, je tiens à vous rassurer là-dessus. Et voilà les amis, cette histoire est déjà terminée. J'espère que vous ne la connaissiez pas, j'espère que vous l'avez découverte, parce qu'on essaye évidemment d'aller chercher des histoires dans d'autres continents, Toujours, voilà, avec un petit twist un petit peu burlesque, voilà, Masterchef. Ah non, j'aime bien cette candidate, oui j'aime bien, quoi torturer sa domestique.
son serviteur. Oula, oula. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous remercier évidemment chaleureusement pour le soutien que vous apportez à cette nouvelle chaîne YouTube. Je dirais là que quelques mois, elle fait déjà des performances incroyables. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Et pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, à venir me rejoindre tous les jeudis sur Twitch à 20h. Oui, c'est bien possible qu'il y ait également des chaînes YouTube dédiées à cela, oui, pourquoi? Pourquoi? Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Non, mais voilà, c'est l'occasion de voir un petit peu ce qui s'y fait, quoi, c'est tout, hein. Merci évidemment à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description ou à scanner ce QR code pour profiter de 4 mois en plus de votre abonnement de 2 ans. Comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!